Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la vidéo 16 de mon défi hashtag 21 jours chrono. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Walid Hajar. Donc, bonjour Walid. Bonjour Isène. Je suis ravie de te retrouver pour cet échange et pour mon fameux défi. Tout d'abord, toi et moi, on s'est rencontrés lorsqu'on a réalisé donc les émissions d'Ailleurs et d'ici, inspirées des revues du magazine d'Ailleurs et d'ici sous la direction de Mark Shepson. Donc déjà, je voulais savoir comment tu es arrivé dans ce genre de collaboration avec Mark Shepson et de sa revue. Comment as-tu été donc attiré par rapport à sa ligne éditoriale? En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mark Shepson dans le cadre de la sortie de mon premier roman, c'était fin 2013. Et donc, on avait échangé dans ce cadre-là. Il m'avait fait un retour de lecture intéressant sur le roman. Et ensuite, il m'avait contacté parce qu'il m'avait dit qu'il souhaitait lancer un nouvel type de revue voilà, qui parlait de la question de la France plurielle et en mêlant à la fois de la fiction, du reportage, et avec des gens venant d'horizons hyper différents. Et puis, du coup, moi, ça m'intéressait d'essayer d'écrire de la fiction, effectivement, pour cette revue. Et c'est une revue qui, en papier, a eu 3 numéros. C'était une revue annuelle et puis maintenant, c'est un média en ligne. Donc, c'est dans ces conditions que je le rencontre Marc, l'occasion pardon, de rencontrer Marc, qui est maintenant un grand ami. Mais qu'est-ce qui t'a sensibilisé en fait dans cette ligne éditoriale? Parce qu'on parle beaucoup en fait de cette belle France plurielle, donc cette France hybride avec toute voilà sa diversité, voilà ce brassage culturel. Qu'est-ce qui t'a sensibilisé en fait? Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, voilà, c'est la France d'aujourd'hui, c'est celle-là. Et je pense qu'on était à un moment, on était en 2013-2014, on parlait beaucoup des questions voilà, d'identité nationale et ce genre de choses. C'est vrai que j'avais envie en fait, de participer à un projet qui en parle de manière positive, pas forcément selon toujours vu comme un problème. Parce que je pense que voilà, c'est une richesse. Alors ça paraît un peu comme c'est une banalité de le dire, mais je pense que c'est le cas, c'est une richesse. C'est effectivement cette diversité qui est source voilà, de créativité, d'inventivité. On le voit tous les jours dans notre société, en fait. D'accord. Et est-ce que ça t'a apporté au niveau de ton évolution, de ton écriture? Est-ce que tu as, je veux dire, qu'est-ce que tu en as retiré de ce point de vue-là, de t'essayer donc à écrire des nouvelles? Je veux dire, ça a été une chance aussi quelque part pour toi. En fait, j'ai pas déjà écrit un roman avant pour lequel j'ai eu un prix littéraire, donc c'était C'était pas. en 2007, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis des nouvelles, j'en avais déjà écrit régulièrement. J'avais collaboré à un média à l'étranger pour lequel j'avais écrit aussi des articles, etc. Donc, c'était pas mon coup d'essai dans l'écriture. Ce qui était intéressant, surtout, c'était plutôt de participer à la création d'un média. Puis de rencontrer des gens voilà, d'horizons très différents, à la fois effectivement des écrivains, des journalistes, des gens de la société civile, des professeurs, etc. Donc c'était surtout ce brassage de parcours qui était intéressant. Et voilà, c'était plutôt la rencontre au-delà de la matière, parce que finalement, voilà, écrire, ça reste un exercice assez solitaire. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une belle expérience, le fait de pouvoir croiser tous ces parcours et ces expériences. Jusqu'au point qu'aujourd'hui, tu as décidé donc d'entreprendre la création de ton propre média avec ton frère, donc Riyad Maouche, et donc vous racontez des histoires. Ça veut dire quoi, ça? Raconter des histoires. Donc c'est En du fait, podcast. je pense qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde la manière en fait dont on traite l'actualité, souvent c'est à travers soit des reportages, soit des articles, ou alors il y a une coupure nette avec de l'autre côté ce qui se fait plutôt dans le divertissement, tu vois, quand on regarde des séries, quand on lit des romans. Et au final, dans notre façon d'appréhender le monde, dans notre façon de comprendre la société, en vérité, ces histoires, qu'elles soient fictives ou réelles, qu'elles soient audiovisuelles ou à l'écrit, en fait, elles nourrissent notre vision de la réalité. Et donc, le média donc, s'appelle Friction. Et ce qui nous intéresse avec Friction, donc il y a un petit peu jeu de mots avec fiction et réalité, c'était effectivement de raconter les grandes questions de société. Tu vois, quand on parle aujourd'hui de sujets comme l'identité, le féminisme, les révolutions, en fait, c'est des sujets qui intéressent des gens dans le monde entier. Puis voilà, moi, dans mon parcours, ces 15 dernières années, j'ai énormément voyagé. J'ai habité plusieurs années Au en Brésil. Amérique du Sud, aux États-Unis, ouais, voilà, enfin, Brésil, Mexique, Argentine,
Puis j'ai voyagé dans quasiment tous les pays d'Amérique latine. Donc, tu as différentes perceptions, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, les différentes perceptions, effectivement, ça, c'est important. Et je pense qu'on est dans une époque, voilà, on vit dans une société qui sont très polarisées. En fait, ce qui est important, je pense, c'est d'essayer aussi de comprendre les choses depuis un autre point de vue que le sien et de sortir un peu de sa zone de confort. Et je pense que quand on voyage, quand on aime être dépaysé, c'est justement parce que ce qu'on cherche, c'est d'essayer de prendre un pas de côté sur sa manière de voir le monde. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire même dans son propre pays, en vérité. Parfois, on peut être plus dépaysé en prenant le train à 30 km de chez soi, voire même à quelques kilomètres de chez soi quand on est dans une grande ville, que à l'autre bout du monde. Donc voilà, dans Friction, notre idée, c'est de raconter ces grandes questions de société à travers la plume d'auteurs et de journalistes de monde entier, que ce soit en texte ou en podcast. Oui, donc voilà, donc ce n'est pas que de la fiction. Donc il y a des journalistes, il y a aussi des entretiens. Donc qu'est-ce que vous proposez comme format, par exemple? C'est souvent c'est des formats de séries, en fait. Donc ces séries, en fait, sont soit des séries feuilletonnantes, donc ça peut être une histoire qui décline en plusieurs épisodes. Donc ça peut être à la fois de la fiction, du reportage, des podcasts, etc. Ou sinon, ça peut être plutôt des séries thématiques. Donc on va à un grand thème qu'on va en fait angler avec plein d'angles, plein d'angles différents. Et ce qui est intéressant, en fait, le point, il est toujours un peu le même, c'est de dire, en fait, quand on traite d'une question, ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des regards, parce que c'est ça, en fait, qui permet d'apprendre la complexité du monde. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands soucis qu'on a, c'est qu'on a du mal, en fait, à appréhender cette complexité et que finalement, on se retrouve tous un peu comme dans nos bulles de filtre sur les réseaux sociaux, à ne fréquenter que des gens qui ont la même vision que soi. Et la difficulté de ce truc-là, c'est que on peut avoir, je sais pas, des opinions politiques complètement opposées à un autre bord, mais en même temps, on est citoyen de la même société. Comme je dis toujours, il y a peut-être 30% des gens qui votent Rassemblement national en France. Peut-être que Marine Le Pen sera la prochaine présidente, mais il n'en reste pas moins que, en fait, on est tous français. De la même manière, aux États-Unis, si on regarde sur 3 présidents successifs, c'est le même peuple qui a élu George Bush, Obama et Trump, Oui. et qui a élu Biden maintenant. Et finalement, on voit bien que ces grandes décisions se font à quelques milliers de voix. Sur l'élection de Trump, c'était quelques millions de voix en Géorgie qui ont fait basculer l'élection. Est-ce que fondamentalement le peuple américain a changé en 3 mois entre le temps d'une campagne? Pas vraiment. Donc on voit bien que quand même toutes ces zones de friction, de gens qui ne pensent pas forcément la même chose mais qui font partie de la même société, c'est notre réalité. Donc pour moi, un média a vocation à éclairer en fait cette réalité, à essayer de rendre les gens plus conscients du monde qui les entoure. Et donc, dans l'élaboration de ce projet, tu travailles avec ton frère. Et ton frère, donc, il a aussi cet œil, donc il est journaliste. Vous avez tous les deux la même vision du projet. Comment ça s'est passé, en fait, cette envie de créer le média ensemble? En fait, ça a été par plusieurs étapes. Disons que moi, en tant qu'auteur, euh, j'avais beaucoup observé qu'il y avait un temps hyper long en fait entre le moment où on écrit, le moment où on est publié, la difficulté aussi au fait, du fait que les gens lisent de moins en moins des formats longs. Je veux dire, le roman, c'est plus vraiment un objet culturel central, plus aussi central pardon, qu'avant. Enfin, c'est-à-dire que ça reste un très bel objet qui est important dans la culture, mais qui est un objet maintenant du XXe siècle. En fait, son âge d'or, c'est le 19e siècle. Aujourd'hui, l'objet central de la culture, c'est plutôt l'objet visuel. C'est ça qui influence en fait vraiment le cœur de la société. Donc je m'étais dit, c'est un peu dommage de renoncer. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que le roman n'est plus aussi central que raconter des histoires que la littérature, c'est pas importante. Et puis l'autre point, c'était de par mes voyages, ce que je trouvais hyper intéressant, c'était de voir que, par exemple, un sujet comme le féminisme, voilà, peut être aussi autant traité, voilà, en France que le Brésil dont tu me parlais, qu'en Afrique du Nord, qu'en Chine. Et je me suis dit, c'est intéressant en fait, parce que souvent, moi, ça m'arrivait de lire des trucs dans la presse étrangère et d'avoir envie d'envoyer, ou même des histoires, des romans, d'avoir envie d'envoyer ça à des amis à l'étranger. Mais il y avait la barrière de la langue, où je me suis dit que ça serait quand même sympa d'avoir une plateforme dans laquelle on pourrait avoir ça. Donc moi, au départ, c'était très centré sur la fiction, parce que voilà, je suis romancier. Même si, voilà, même dans ma fiction, dans ce que j'écris en fiction, c'est toujours très documenté. En général, moi, j'aime bien inventer des histoires, on va dire, vraies, entre guillemets, dans le sens où je me documente énormément. Euh, et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, donc Riyad, lui, il finissait son contrat chez BFM Paris et lui était plutôt branché nouveau format, mobile journalism, tout genre de choses. Et puis, on avait aussi pas mal parlé des questions du podcast. Et du coup, voilà, le truc, en fait, il y a eu un timing plutôt sympa qui s'est fait.
projet était accepté dans un programme d'incubation. Moi, j'étais au Brésil à ce moment-là, c'est ce qui m'a fait rentrer à Paris. C'est tombé juste avant le début du confinement. Bon, ça n'a pas été le timing le plus heureux, mais finalement, ça a été un catalyseur puisque c'est ce confinement, en fait, qui nous a en fait donné un thème pour nos premières séries, Oui, puisque quoi de mieux que la crise du coronavirus pour expliciter ça. cette idée qu'en fait, le monde entier est concerné par le même sujet. Donc, Oui, ça a été il y a hyper vraiment cette intéressant. C'est comme ça dimension. qu'on a lancé. C'est ça. Il y a vraiment cette dimension internationale. Donc, comment le monde vit le confinement, le coronavirus. Donc, c'est vrai que vous avez sorti le média quelque part au bon moment. Bah, en fait, c'était pas fait exprès, c'était un peu un concours de circonstances, parce que nous, en vérité, on préparait plutôt la sortie pour septembre 2020. Mais en fait, bah, du coup, on a accéléré avec le confinement, etc. Et puis après, le défi d'après, c'était justement de ne pas rester, comment dire, coincé avec ce sujet-là en se disant, bah, on ne va pas non plus parler du Covid pendant 2 ans, même si c'est un sujet qui continue d'animer l'actualité. Et c'est là, en fait, on a un peu plus précisé la ligne éditoriale en se disant, bah, il y a des grands sujets comme voilà, la question du travail, dont on débat aujourd'hui beaucoup, parce que le télétravail nous a montré aussi à quel point, Donc, oui, finalement, vous avez parfois, réalisé une bah, nos série boulots là-dessus. respectifs. Vous avez Voilà, réalisé mais il une y en a une série série avec là. plusieurs saisons. Et Je t'écoute. exactement, bah, à l'occasion, bah, on a eu le plaisir de te faire collaborer. Collaborer Un ensemble. très beau reportage voilà, sur les photographes syriens Syrien. qui habitent à Paris. Et c'était hyper intéressant. Ouais, et typiquement, en fait, le travail, l'amour, les révolutions, l'identité, bah, c'est des sujets en fait, sur lesquels on a envie d'avoir finalement plusieurs saisons, beaucoup d'auteurs différents, des journalistes. Et l'idée, voilà, c'est de créer en fait, des rendez-vous bah, avec nos communautés de lecteurs et d'auditeurs, auditrices autour de ces sujets-là. Mais en fait, donc, c'est de créer bien sûr un rendez-vous, c'est d'être dans la création sonore, donc dans le podcast. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans le podcast? Bah, je pense que ce qui est intéressant, c'est que comme nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment de raconter le monde par l'intime. Donc, c'est vraiment de donner des voix, en fait, de faire entendre des voix singulières et du coup, de sortir de cette pseudo-subjectivité qu'il peut y avoir parfois dans certains types de journalisme, etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont objectives, il y a les faits, il y a un certain nombre d'analyses, etc. Mais en vérité, moi, ce que j'aime bien, par exemple, dans le journalisme anglo-saxon ou dans les littératures non-fiction anglo-saxonnes, c'est cette idée d'assumer un parti pris, c'est d'assumer qu'en fait, raconter une histoire, raconter un fait, c'est déjà en fait prendre un angle. C'est-à-dire que si moi, je regarde une scène depuis mon coin de table, ben, en vérité, je ne vais pas avoir la même vision La même que vision les autres. que l'autre. Donc, en Ouais. vérité, même le journaliste, voilà, même le journaliste le plus objectif, en vérité, il écrit toujours depuis sa fenêtre, qui est l'angle du papier, mais qui est aussi son background culturel, d'où il vient, sa grille de lecture, etc. Et c'est OK, c'est très bien. En fait, il faut juste assumer cette subjectivité. Et dans le podcast, en fait, le fait d'entendre des voix, le fait aussi de pouvoir jouer sur le son, parce que en fait, il y a quelques années, j'ai repris des études et j'ai fait une licence de cinéma. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, une phrase qui m'avait vachement marqué, c'était de dire, bah, en fait, le langage cinématographique, c'est un langage en tant que tel, qui a sa texture, qui a sa grammaire, qui a son lexique. Et en fait, pour le son, c'est la même chose. C'est-à-dire que raconter des histoires avec le podcast, bah, c'est différent en fait que de juste lire un texte. C'est-à-dire qu'un podcast, c'est pas juste je vais faire une interview basique ou je vais lire un texte d'un reportage. C'est vraiment penser l'objet avec le bruitage, avec l'animation, avec la musique, comme une création on ferait pour de la vidéo. Et en fait, je trouve que cette matière, elle est hyper intéressante et qu'en fait, on est vraiment au début de l'exploration. Donc, ça, c'est plutôt sur le côté création. Et après, sur le côté plus, comment dire, purement technique, c'est qu'en termes de coût de fabrication, c'est quand même beaucoup plus abordable de créer des podcasts de qualité que, par exemple, de faire des documentaires vidéo, etc. Et aussi, enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une émulation autour de cet objet que je trouve hyper intéressante. Moi, ce que je trouve personnellement intéressant par rapport à l'expérience que j'ai réalisée avec vous, c'est en fait moi ce qui m'a vraiment inspirée, c'est d'avoir quelque part connu l'un des photographes et donc lui m'a raconté son histoire, pas comme à tout le monde en fait. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre dans Bien ce sûr. podcast. Pour moi, c'était pas forcément un reportage comme je fais habituellement avec la charte, par exemple, de M6 ou mes petites chroniques. Enfin, je vais pas aller dévaloriser ces chroniques, mais je veux dire, Non, il voilà, y a un format, etc. Il y a un voilà, il format y a un télé. format que je respecte. Et là, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu faire parler mon empathie
à travers ce podcast, Mm. en fait. Tu vois, vraiment C'est cette humanité. Et, ça. pardon? Bah, de toute façon, en fait, quand on raconte des histoires, quelles qu'elles soient, hein, qu'on soit romancier, qu'on soit journaliste, quand on raconte des histoires et qu'en fait, on met en avant des personnages, ce qu'on essaye de faire, c'est de connecter en fait les gens avec leur humanité. En fait, c'est de dire, C'est bah, ça, cette personne-là, quelque part, elle est comme toi. Et la meilleure manière en fait de comprendre la situation dans laquelle elle est, c'est de se dire, bah, en vérité, voilà, quel que soit le lieu dont on vient, bah, au final, bah, on traverse un peu les mêmes types d'émotions, voilà, l'amour, la haine, la joie, le rire, etc. Et pareil, on a grandi avec tel ou tel type d'éducation. Et du coup, c'est vrai que dans l'objet podcast, ce qui est hyper intéressant, c'est effectivement cette connexion en fait émotionnelle et c'est ça. effectivement, on te parlait d'empathie, je trouve que c'est très juste. Voilà, c'est cette entrée dans l'intimité. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est assez fort là-dessus. Et c'est par hasard aussi en fait où en fait il y a autant de femmes en fait qui ont investi la scène podcast, que la scène podcast en France, c'est une scène qui est pour l'instant, pas qu'en France d'ailleurs, aussi aux États-Unis, qui est très féminine. Par exemple, on pense par exemple au podcast, au studio de podcast Louis Média, aux Nouvelles Écoutes, etc. Qui sont des super studios et qui ont des super projets. Et je pense que aussi parce que, ou pareil dans le roman, en fait, 2 tiers des lecteurs en vérité sont des lectrices. Parce que je pense que voilà, aujourd'hui, ce type de médias, ce type d'histoire, cette manière de raconter l'histoire, se connecter aussi avec l'intime, est quelque chose qui parle d'autant plus, voilà, un lectorat féminin, une audience féminine, etc. Peut-être parce qu'aussi dans la féminité, il y a une connexion plus facile, ou en tout cas plus acceptable avec ses émotions, avec l'empathie, etc. Où chez les hommes, bah, on a un petit effort supplémentaire à faire Ouais, pour se connecter parfois avec nos émotions. pourtant, c'est 2 hommes qui ont créé la plateforme. Eh ben, écoute, c'est peut-être parce qu'on a été élevé par notre maman qui, effectivement, a dû nous avoir une influence assez forte. Et donc, vous avez Mais réalisé, effectivement, en tout cas, c'est ce que j'observe. donc vous avez réalisé aussi, donc vous avez raconté son histoire aussi. Oui, voilà, alors, c'est une petite partie de son histoire, mais c'est vrai que Riyad, en fait, il avait eu cette idée-là et je trouve que c'est une belle idée. C'était, en fait, il avait eu l'occasion de travailler pendant plusieurs étés dans l'usine dans lesquelles elle travaillait. Elle a travaillé pendant 30 ans. Et en fait, à chaque fois qu'on en parlait, qu'elle nous en parlait, elle nous parlait tout le temps de cette question du bruit assourdissant, etc. Et c'est vrai que ce qui était toujours enfin, moi, j'ai toujours évidemment eu beaucoup d'admiration sans borne et beaucoup d'amour, etc. Mais ce qui m'a toujours impressionné, c'est cette question de l'horaire, en fait. Commencer sa journée à 4h moins le quart du matin, le temps de transport 1h30, alors qu'en fait, c'est à 10 km, mais c'est juste que qu'en transport, c'est compliqué, le bruit, les bas salaires, etc. Donc, voilà, c'est un quotidien qui est hyper difficile. Et en fait, je pense que ce qui est super chouette dans ce podcast, donc, qui s'appelle Myriam, le bruit de son âme, que Riyad a réalisé, c'est cette idée que ça n'a pas été anglais sur le côté genre social. Ou évidemment, en fait, on entend en creux ce que c'est la condition d'ouvrière en France, etc. Mais ce que j'ai trouvé hyper intelligent, et je trouve que c'est une belle en fait, preuve, un bel exemple en fait, de ce qu'on peut faire avec l'objet podcast, c'est que tu essaies de centrer sur cette question du bruit. En fait, on entend le bruit, c'est quasiment le personnage principal de l'histoire, et comment ça impacte effectivement bah, la vie de notre mère, donc qui est le personnage principal de ce podcast. C'est Et c'est intéressant cette thématique du bruit parce qu'aujourd'hui, là, on vient d'être, entre guillemets, déconfinés et on a tous été un peu dans notre grotte avec nos liens sociaux particuliers. On s'est créé des vies, en fait, particulières. Et maintenant, en fait, il y a ce bruit fou. Enfin, ces rues qui se réveillent. Donc, est-ce que vous comptez réaliser d'autres podcasts donc, autour donc, de cette renaissance, quelque part, de la vie? en fait, nous, on avait fait une série qui s'appelait France Temps Suspendu, qui était une des séries au lancement, qui était hyper intéressante. En fait, on avait à la fois de la fiction, du reportage, une chronique, etc. On avait aussi un podcast qui racontait en fait les 2 derniers mois de grossesse d'une femme. Oui, ça, je l'ai entendu, j'ai écouté. Voilà, tu avais Super, écouté. ouais. Et c'est vrai qu'on a pensé en fait peut-être faire une prochaine saison qui s'appellerait France, les temps retrouvés, ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est encore trop tôt. Bon, évidemment, on touche du bois. On espère qu'il n'y aura pas de quatrième vague, etc. Je pense quand même que c'est en bonne voie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant ce qui se passe. Je pense qu'il y a une forme, c'est un peu comme quelqu'un qui sort du coma. Donc c'est hyper intéressant à Ouais. observer. Qui sort du Euh, coma ou même qui sort de cage, hein, pour certains. ou qui sort de cage, c'est vrai. Des Ouais, fauves. c'est faux. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Mais ouais, non, mais je pense que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est à quel point, en fait,
on a traversé en fait des expériences complètement inédites. C'est-à-dire, voilà, on parle de la question du travail. À un moment donné, on avait un article comme ça d'une jeune femme qui est américaine et qui habite à Londres et qui dit finalement, une fois qu'on m'enlève, qui a un job voilà, plutôt sympa, etc., dans une start-up, elle me dit ouais, mais finalement, une fois qu'on m'enlève les bureaux sympas, un peu clinquants, les déjeuners cool, en vrai, mon job, c'est de 8 heures par jour devant un écran. Et je pense Ouais, qu'en fait, ce qui a été dur dans cette crise, c'est de se rendre compte qu'en vérité, le fond de beaucoup de nos boulots, hein, c'est quand même en fait des choses qui sont pas très palpables, où finalement, ce qui fait le sel de nos activités, c'est les contacts sociaux, c'est le cadre, c'est une ouais. certaine forme aussi de statut pour certains métiers. Mais en fait, si on enlève ça, il y a aussi finalement l'intérêt, il est faible. Et c'est vrai que moi, je pense à tous les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, qui ont commencé Ouais. comme ça, qui ont 24, 25 ans, c'est quand même vachement difficile. Et c'est vrai que par exemple, un de nos podcasts qui est mieux marché parlait des bullshit jobs. Et ça traduisait voilà, ce malaise aujourd'hui d'une génération de gens parfois surdiplômés et qui arrivent et qui se retrouvent toute la journée à faire des PowerPoint à distance où ils n'ont jamais vu les gens avec lesquels ils travaillent. C'est dur. Et du Oui, coup, leur dire qu'en fait, ils vont faire ça pendant 40 ans, et qu'en plus, voilà, avec des niveaux de salaire qui sont, voilà, habiter dans une grande ville en France ou en Europe, c'est hyper cher. Donc, moi, je pense que cette crise, en fait, a été hyper intéressante parce qu'elle était révélatrice, en fait, de plein de failles et de plein de trucs qu'en fait, auxquels on n'avait pas le temps de penser. À un moment donné, quand on se retrouve, que ce soit en confinement avec un couvre-feu et tout, en fait, on est obligé d'être face à ça. Pareil dans les relations humaines, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que l'amour, la relation avec les parents, qu'on ne pouvait plus voir forcément parce qu'à cause du vaccin et tout ça. Donc ça a été hyper intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, le Covid en tant que tel, c'est un phénomène incroyable, mais c'est surtout en fait l'impact que ça a sur tout le reste. C'est ça qui oui, est... surtout le reste. Puis d'un point de vue psychologique aussi, je pense que voilà, et tu parlais de cette jeunesse, mais il y a aussi ces adolescents qui ont perdu certains repères. Donc, on revient aussi à la question des écrans. On est toujours derrière cette jeunesse aussi avec les réseaux sociaux. Jusqu'à un moment donné, en ce moment, il y a énormément de rixes, il y a énormément de bandes, il y a énormément de violence et encore beaucoup de sujets pour friction, je pense. Bah écoute, en tout cas, c'est drôle parce que José Lamarck et Riyad, avant-hier, en fait, nous, on a passé notre adolescence dans un quartier d'Evry qui s'appelle le Canal, donc à Courcouronnes. Enfin, maintenant, ça a fusionné Évry-Courcouronnes. Et malheureusement, tu vois, il y avait un article qui est sorti dans Le Monde qui disait voilà, que ça fait 20 ans de guerre, enfin de bataille, de guerre entre ces quartiers, etc. Et en fait, moi, ça m'hallucine parce que je me dis 20 ans plus tard, en fait, on a encore ces trucs-là. Et après, bon, c'est toujours difficile en fait de dire si c'est pire ou si c'est pareil parce qu'en fait, avec l'âge, forcément, on a aussi une forme de recul et on se dit ah ouais, mais à notre époque, c'était pas comme ça. C'est un peu les réflexes du vieux, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'en tout cas, peut-être la grosse différence, c'est qu'il y a un moment donné où tu rentres chez toi, le truc s'arrête. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense aussi au harcèlement scolaire, etc. En fait, Absolument. c'est pas un moment où tu peux en fait juste arrêter, tu rentres chez toi, c'est fini. En vrai, les écrans te suivent Te partout. suivre partout. Voilà. Et ça, et en même temps, enfin, moi, par exemple, je parle pour parler du côté plus positif, tu vois, pour Friction, ou même moi en tant qu'auteur, ou dans mes voyages, etc., c'est vrai que sans Internet, en fait, j'aurais pas pu faire toutes les rencontres que j'ai Non, bien faites. sûr, bien Ça a sûr. été grâce à ça et tout. Donc, Ouais. c'est toujours une difficulté à trouver le juste équilibre. Non, bien sûr, mais on ne critique pas Internet. C'est juste que déjà, dans le monde contemporain dans lequel on vit, avec Internet, déjà avec ce monde virtuel, et donc plus les confinements, je pense que pour les adolescents, et on l'a bien vu dans toutes les informations avec la petite Alisha, et dernièrement, il y a un jeune adolescent aussi qui s'est fait taper au marteau. Enfin, je veux dire, il y a des trucs quand même complètement fous qui sont en train de se passer. Et je pense qu'il y a une corrélation avec ces enfermements. Parce que quand on est ado, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Déjà, on n'a pas envie forcément de voir la tête de ses parents tout le temps. On, voilà, on a envie de faire du sport. Enfin, je veux dire, on a envie d'être dans cette dynamique de liberté. C'est la liberté aussi. Je pense Mm. on a tous été étouffés par ce manque de liberté. Il y a une asphyxion. Je veux dire, ça, c'est, je veux dire, et c'est inconscient. C'est inconscient, en fait. C'est, OK, on avait l'impression qu'on avait cette liberté de manger, de faire des choses, mais on était quand même limité. Et quand on est adolescent, on est vraiment dans cette phase de rébellion folle. Enfin, c'est là où on fait toutes les conneries quelque part. Donc,
les boîtes de nuit, les teen parties. Moi, je me rappelle, j'avais fait un reportage sur les teen parties. C'était génial, quoi. Je veux dire, ils avaient fait des sortes de boîtes de nuit jusque minuit. Bon, il n'y avait pas d'alcool, il y avait même des gardes du corps. Enfin, je vais t'envoyer le reportage. Il est hyper frais. Et d'avoir enlevé ça à cette jeunesse-là, je pense qu'il y a eu un impact vraiment. Et, c'est- et tous ces événements violents sont révélateurs. Il y a une corrélation, je pense. C'est difficile à dire, honnêtement, je n'ai pas forcément une opinion très, très figée là-dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'avant, des événements de ce type-là pouvaient avoir lieu et simplement, en fait, on n'avait pas de moyens de les filmer. Enfin, je me rappelle quand il y a l'histoire de Black Lives Matter, enfin, l'an dernier avec toutes les manifs, etc. Il y avait Will Smith, bon, pourtant qui s'exprime beaucoup sur ces sujets-là, et qui a dit, en fait, il n'y a pas plus de bavures policières aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, on les filme. Et je pense Oui, mais il y a qu'aujourd'hui, 20 ans, on filmait, hein. Il y a 20 ans, on filmait. On mais filmait. tout le monde Hein. n'avait pas une Je veux dire, il y caméra. avait déjà plusieurs télévisions. Non, on filmait quand même. C'est pas genre il y a 50 ans, 60. Tu vois. Je veux dire, Non, mais tout le monde n'avait pas une caméra à portée de main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même en fait, dans tout ce rapport à la fin, il y a 20 ans, mais on là, parlait déjà du début du journalisme citoyen. ouais. Mais maintenant, enfin, c'est tout le monde, en fait. C'est tout le monde qui a un smartphone Non, oui, je suis à portée. d'accord de filmer, mais je veux dire, là, on parle vraiment de faits divers, quoi. On parle de Mm. meurtres. Je veux dire, il y a des gens qui meurent. Enfin, je veux dire, Mm. des adolescents qui sont morts et c'est lié, par rapport à ce que tu me racontais, du cyberharcèlement. Enfin, tout ça, je Non, pense mais que ça, c'est. c'est lié à ça, non, tout à fait. Non, mais moi, je faisais référence, par exemple, mon l'histoire avec George Floyd. Malheureusement, c'était loin d'être le premier cas, mais c'est Oui, là ce qui a provoqué l'onde de choc. Je pense qu'on a tous été sidérés parce ouais, qu'il y a une différence entre savoir quelque chose. ouais, C'est comme, je sais pas, si on donne, voilà, il y a une guerre, il y a un bombardement, on sait qu'il y a tant de morts. Et ouais. puis, en fait, voir une scène pendant une Oui, dans ce dizaine de cadre-là. Ouais, oui, je vois ce que 9, tu veux dire. 9 minutes 30, je sais plus Oui, quoi. En ouais. fait, on voit la personne dont la nuque est écrasée par la jambe d'un policier qui est quasiment pas Ben, déchiré, mais il y on a une voit un force de meurtre en l'image. live, en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est ce côté live, je pense, qui est pour le coup assez nouveau. Après, je pense qu'en fait, on en est encore au début de comprendre tout ce qui s'est passé pendant, tu vois, cette année et demie avec le confinement et tout le reste. Et à mon avis, c'est peut-être même, tu vois, dans quelques années, on se rendra vraiment compte, en fait, des effets complètement psychologiques qu'il y a pu avoir. Mais je te rejoins sur le fait qu'en tout cas, on assiste à des trucs qui sont complètement inédits. Absolument. Et derrière, même il n'y a pas si longtemps, enfin, je veux dire, c'était hier, à Cergy, la personne en fait qui a agressé un livreur et ensuite la voisine qui filme toutes ces insultes nauséabondes et racistes. Moi, vu qu'on a travaillé ensemble quand même donc sur voilà, des thématiques de sensibilisation donc, contre le racisme, sur la colonisation. Là, toi, dernièrement, tu as écrit aussi dans le livre Histoire de l'esclavage et de la traite négrière. Donc, c'est des sujets qui te touchent. Moi, je voulais Mhm. savoir, lorsqu'on entend ce genre de, d'insultes, qu'on voit ce genre de violence, est-ce que quelque part le vivre ensemble, enfin, quand tu entends des personnes qui vont te dire, est-ce que le vivre ensemble est menacé en France? Parce qu'en fait, au-delà de ces événements-là, il y a eu aussi l'assassinat de Sarah Halimi, les attentats. Donc, à un moment donné, quand on fait toute cette liste, enfin, je veux dire, on devient fou, quoi. Tu vois, t'en penses Non, quoi? c'est sûr que ce sont des nouvelles qui sont très tristes et qui sont révoltantes en fait. Je pense que voilà, quand il y a des actes en fait qui impliquent du racisme, des violences, des discriminations, quelles qu'elles soient, elles sont juste inacceptables en fait, parce que on est dans nos sociétés, on a la chance voilà d'avoir des droits égaux. Alors tout n'est pas parfait, il y a une discrimination, etc. Mais voilà, c'est comme tu dis, tu parles de vivre ensemble. Mais voilà, il faut se dire que justement, quand on vit dans une société complexe, avec plein d'identités différentes, bah, en fait, c'est aussi un défi, en fait. C'est aussi un défi, c'est une richesse, on en parlait tout au début, mais c'est aussi un défi. En fait, il faut trouver les moyens bah, en fait, de créer en fait, ces manières de coexister, de vivre avec voilà, des vues différentes dans la société, etc. Euh, Tu parlais du livre, voilà, effectivement, qui parle de la question de la traite et de l'esclavage, etc. Ben, pour moi, ça passe par. Enfin, moi, si j'ai commencé à écrire, c'était avec cette idée bah, que moi, voilà, je t'avais dit quand j'étais adolescent, j'habitais dans une cité en Essonne, etc. Bah, moi, je voyais bien que ma manière voilà, de voir la cité française, ma réalité, c'était pas celle que je voyais quand je regardais la télévision ou quand j'allais à la librairie ou à la bibliothèque et que je lisais des romans, des livres. Je voyais bien, je me dis, bah, tiens, il n'y a personne qui raconte, entre guillemets, nos histoires. En tout cas,
moi, la France dans la manière dont je la voyais. Plus tard, voilà, je suis allé étudier à Paris, je suis allé habiter à l'étranger, donc ma vision aussi, elle a évolué. Donc, après, j'ai compris aussi pourquoi les gens ils voyaient les choses d'une autre manière de l'autre d'une côté. certaine manière. Voilà. Et après, sur la question, enfin, sur la question du vivre ensemble, la question de toutes les sociétés plurielles, en vrai, je pense que c'est la France, mais dans tous les pays, en fait, c'est des défis. Parce qu'on vous dit dans des sociétés qui sont de plus en plus complexes. Et, euh, et je pense que pour moi, en fait, la réponse à ça, je pense qu'il y a deux grandes réponses, hein. C'est l'éducation. C'est, L'éducation, c'est ça. ouais, il y a Et donc, quelque l'éducation. part, ce livre, c'est pédagogique aussi. Bien sûr, ouais, non, mais bien sûr. Bah, de toute façon, par exemple, moi-même, en fait, moi, j'ai réalisé en fait une interview d'une chercheuse suissesse qui est spécialiste en fait des questions effectivement du traite et de l'esclavage. Moi, je devais écrire en fait, enfin, l'interview au sujet de quelle était l'attitude des Européens en fait pendant l'esclavage. Oui, Parce qu'en fait, pour eux, c'était vachement loin en vrai. Parce qu'en vrai, pour les Français, à l'époque, hein, ça se passait dans les Antilles françaises. Ce n'était pas une époque où il y avait Internet, il y avait les avions. Donc, du coup, je m'étais dit, mais ok, mais en vrai, quel était le regard des gens sur cette question. Et du coup, quand Mark Shepson m'a proposé effectivement de réaliser cette interview, moi, je trouvais ça hyper intéressant et j'ai appris plein de choses. Et même moi qui me pensais, entre guillemets, un peu au courant de ces histoires-là, et en vérité, j'ai appris plein de choses. Et c'est un petit livre, hein, c'est un librio, donc c'est 90 pages, c'est hyper dense. Il y a 10 chapitres, mais franchement, c'est hyper l'historienne, intéressant. c'est Aline Helg, c'est ça? Voilà, Elgway, voilà, et après, voilà, enfin, l'ensemble des L'historienne. chapitres, il y a plein, enfin, il n'y a que des pointures, hein, Oui, Nicolas oui. Somaro, Pascal Françoise Blanchard, Vergès, etc. Pascal Donc, Blanchard. voilà, donc il y a tous les gens en fait qui sont hyper compétents sur le sujet. Bon, en tout cas, voilà, moi je pense que typiquement, voilà, ce qu'on a entendu hier, effectivement, ces paroles racistes et horribles, et en plus d'autant plus horribles quand elles viennent de quelqu'un d'origine maghrébine et qui, on peut penser aussi victime de discrimination. On se dit, bah, on pourrait Ouais, imaginer que quelqu'un qui est dans cette situation-là devrait être encore plus, entre guillemets, conscient de ces histoires-là et ne devrait dev- encore ouais, moins en fait, s'autoriser à dire des choses pareilles. Mais du coup, c'est encore plus grave et c'est encore bien plus sûr. triste parce que voilà, on se dit, bah, si même les gens qui vont pour le coup se plaindre d'un autre type de racisme, de discrimination, eux-mêmes discriminent à leur tour, bah, Ah, c'est ça. ils ne le pas, On quoi. s'en sent, ouais, c'est ça. On s'en sortira jamais. Après, je pense qu'il faut interroger les causes systémiques, hein, parce que je pense que si lui pense ça, c'est qu'il y a aussi plein de gens, voilà, dans la communauté maghrébine qui le pensent. Donc ça veut dire qu'il faut aussi bien un travail d'éducation à faire. C'est Et pour l'éducation. autant, comme dans d'autres cas, voilà, ça reste le cas d'une personne et qu'il faut faire attention à ce qui s'est dit, mais voilà, pas penser que c'est quelque chose qui est généralisé de la même manière que tout à l'heure, j'ai vu une interview de Sy sur France Inter qui disait, voilà, on peut être à la fois attristé par la violence policière et à la fois être révolté quand il y a la mort d'un policier. En fait, l'un n'exclut pas l'autre, quoi. En fait, quand on est voilà, quand on est un être humain, quand on est citoyen d'une société, en fait, on doit faire preuve, reprendre ton mot, on doit faire preuve d'empathie, en fait, vers toutes ces situations-là. Et en fait, c'est une responsabilité. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Absolument. Donc toi, tu es écrivain, tu es un amoureux fou donc de littérature. Est-ce que tu pourrais nous conseiller certains livres donc qui font partie ou bien, enfin de ta bibliothèque Je ou pense que c'est personnel. voilà, ou de nouveaux livres en fait qui te tentent ou que tu as lus dernièrement? Écoute, alors, dans mon panthéon personnel, alors, il y a beaucoup de choses, hein. Là, comme ça, Quelques-uns, hein, je ne te dis pas toute ta bibliothèque. non, non, mais évidemment. Mais en fait, non, mais en fait j'essaie de penser à un truc. D'accord. J'essaie de penser à un truc aussi pertinent par rapport à ce qu'on vient de se dire. Mais par exemple, justement, puisqu'on parlait de, voilà, des thématiques de la France plurielle, etc., il y a quelques années, il y a la tétralogie de Sabri Louata qui s'appelle Les Sauvages. C'est une très belle tétralogie. En fait, il imagine l'élection d'un président français d'origine maghrébine en 2012. Et ça se passe sur 4 tomes. C'est une série littéraire. C'est en même temps un thriller. En même temps, ça raconte plein de trucs de la société française. C'est hyper intéressant. Et c'est devenu une série sur Canal+. Je Oui. crois que c'est avec. Je me souviens plus du nom de l'acteur, mais en plus, c'est très connu. En plus, c'est un Tu acteur ne que vas pas j'aime regarder beaucoup. dans ton téléphone, hein? Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Et non, mais sinon, après, on est plus dans des classiques. Moi, j'aime beaucoup Romain Gary, hein, La promesse de l'aube, qui est d'ailleurs une Ah, adaptation magnifique. cinématographique qui était pas mal aussi. Je suis un grand lecteur de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. D'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil au titre pour une de nos Au séries qui titre s'appelle du L'insoutenable labeur, légèreté du labeur. du Voilà, labeur.
Ouais, Sinon, dans la littérature internationale, moi j'aime beaucoup l'écrivaine britannique d'origine jamaïcaine qui s'appelle Zadie Smith. d'accord. Donc, pour moi, voilà, Sourire de loup, c'est un peu un classique des années 2000 et c'est un des livres qui m'a donné envie d'écrire. Voilà, ça raconte un peu voilà, le Londres multiculturel des années 90-2000. En plus, c'est un livre qui est très drôle. Euh, voilà, quelques-uns Et après. pour les nouveautés, Pour les nouveautés, écoute, on a reçu, en fait, on a lancé un podcast qui s'appelle La Fabrique, donc qui est une émission en fait où on reçoit en fait des auteurs et des autrices, alors ça peut être des romanciers, ça peut être des réalisateurs, etc. Et on a tu reçu vas deux m'inviter romanciers. bientôt? Pardon? Tu vas m'inviter bientôt? Ouais. Et en fait, on a deux romancières, enfin de deux émissions différentes. Donc Jennifer Murzo pour un roman qui s'appelle Le cœur et le chaos, qui est un roman choral en fait sur le fond d'effondrement qui se passe en France. Donc, il y a un petit côté un peu visionnaire, c'est un très beau roman. Et Mintra Nui, donc, qui est une écrivaine qui a écrit un très beau roman. C'est son quatrième roman, cinquième ouvrage, ça s'appelle Les Inconsolés. C'est une très, très belle histoire d'amour, un peu une sorte de Tristan et Isolde moderne. Mhm. Et voilà, donc c'est deux romans que je vous conseille voilà, pour cette reprise. Et puis, il faut soutenir les auteurs. C'est pas évident aujourd'hui Oui, d'écrire. il faut bien sûr. Bah, écoute, en tous les cas, j'étais ravie de notre échange. Est-ce que tu as encore, moi voilà, est-ce que tu as un conseil pour des jeunes, voilà, pour les nouvelles générations qui veulent se lancer à la création de médias? Donc, est-ce que tu as des conseils? Bah, je pense qu'en fait, quand on se lance dans tout projet de création, on a un petit côté le mariage parfait. C'est-à-dire, on se dit, ouais, le jour où j'aurai ceci, cela, machin. En gros, voilà, on a On envie de. attend quoi? On attend le bon moment. On attend, on se dit, voilà, j'ai envie de réaliser un film. En fait, un film, ça coûte tant d'argent. J'ai envie de créer un média, j'ai envie que ce soit parfait. J'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire voilà, le grand roman du XXIe siècle. Et en fait, comme on dit en anglais, better done than perfect. C'est vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous créez un premier projet, en fait, c'est ce qui vous permet de rencontrer des gens qui s'intéressent à la même chose que vous. Et en fait, cette énergie-là, elle est primordiale. Parce que quand on est dans son coin, enfin, moi j'en parle en connaissance de cause parce que je suis romancier, quand on est dans son coin à reprendre pour la 14e fois un roman et qu'on est seul, en fait, c'est un peu plombant. Et en vérité, ce qu'on a besoin, c'est de trouver de la force. La force, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des gens qui sont capables de vous donner de la visibilité, de vous soutenir dans votre projet, et en fait de travailler avec vous et aussi en fait d'avoir un avis critique, parce qu'en vérité, aussi des gens qui sont capables de vous dire très honnêtement, en fait, c'est pas terrible, c'est moyen, ok, il y a des choses qui sont intéressantes, mais il faut aller plus loin. Et en fait, ces premiers projets, ces premiers essais, c'est ce qui va donner de la force pour la suite. Et quand on regarde tous les grands réalisateurs, réalisatrices, écrivains, écrivaines, etc., c'est des gens qui ont commencé par des petits projets. Les gens, ils ne commencent pas directement par le grand truc qu'on voit. Et donc, c'est vrai que quand quelqu'un devient connu, en fait, on voit juste le truc où il a réussi. Mais en vérité, Mais c'est tout avant un ça, parfois, cheminement, c'est tout un, bien sûr. la personne a peut-être resté 10, 15 ans à faire des petits projets les uns après les autres. Mais c'est ça qui a fait qu'à la fin, il y a ce truc qui arrive. Et en fait, l'erreur, c'est de penser qu'il y aura une sorte de moment parfait. Et en fait, c'est aussi illusoire que de penser que on va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie au premier rendez-vous. C'est un peu la même chose. Hmm. Mais quelquefois, ça fonctionne. Et quelquefois, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tenter et il faut C'est toujours ça, le faire comme si ça a été le cas. c'est ça. Mais, mais dans la pratique, quand même, en tout cas, il faut essayer, il faut créer quelque chose. Eh bien, je te remercie à nouveau. Et voilà, c'était aussi ma démarche avec hashtag 21 jours chrono. J'avais tellement envie de faire des vidéos. Je voulais vraiment, au départ, je voulais faire genre une vidéo par mois ou une vidéo par semaine, vraiment en mode carré, nanani. Comme j'avais fait un peu mes émissions au son de Rizlen, où c'était vraiment des grosses logistiques. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais attendre? En fait, j'ai un gros réseau, je suis dynamique, j'ai envie de partager, en fait. Certaines de mes idées, de mes envies et des personnes que je trouve juste brillantes comme toi. Et donc voilà, on a passé cet échange pour cette vidéo 16. Je vous remercie les amis et je vous dis à très bientôt pour la vidéo 17. À demain. Merci Rizlen. Au revoir.